Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous accueillir avec Philippe David. Ça va Philippe David ? Bonjour Cécile de Ménibus. Quand on est en votre compagnie, ça va très bien, et quand on a nos 3 vraies voix du jour, ça va même encore mieux. Oui, pas de petite anecdote du jour ? Une petite anecdote du jour, non, pas spécialement. Enfin si, on a les nouveaux casiers à Sud Radio, ils sont vraiment géniaux. Ah ouais, eh ben écoutez, super, j'aurais mieux fait de me taire. Non mais c'est vrai, ils sont très bien, moi ils peux constater, c'est vrai. Et ils sont vraiment très bien. Ok, très bien, ok, c'est une vraie anecdote ça. Ah oui, ça c'est une vraie anecdote, ouais. Parce qu'on a une émission sur l'ameublement, je crois. Oui, absolument. Si vous avez des anecdotes comme ça, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300. Non mais il se passe un truc là dans le monde, c'est-à-dire que tout le monde s'est arrêté en disant quoi ? Vous avez des nouveaux blogs à Sud Radio ? Oui, non, mais c'est quand même une information de fond. Oui, bien sûr. C'est dans le fond de la pièce d'ailleurs. Enfin, c'est ne l'entraînez pas. Voilà. Allez, 0826 300 300. On est ravis de vous retrouver avec Philippe David jusqu'à 19h. Au sommaire de cette émission, à 17h30, le grand débat du jour. Vincent Bolloré à l'Assemblée nationale depuis cet après-midi, le propriétaire des chaînes CNews et C8, auditionné par la commission sur l'attribution des fréquences télévisées. Demain, ce sera au tour de leur animateur phare, Cyril Hanouna. Les médias du groupe Bolloré, régulièrement accusés par la gauche de faire la promotion des idées d'extrême droite, ce qu'ils contestent. Alors parlons vrai, est-ce qu'on est dans la chasse à Bolloré, puisqu'après CNews, c'est au tour de C8 ? Est-ce que vous êtes choqué par le fait qu'on ne fasse pas les mêmes choses pour les chaînes concurrentes ? Pensez-vous que les indignations sont à géométrie variable ? Audition de Bolloré et Hanouna à l'Assemblée, est-ce une atteinte à la liberté d'expression ? Et pour le moment, sur Twitter, vous dites oui à 81%. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, Françoise Laborde sera avec nous, journaliste, ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenue aujourd'hui l'ARCOM. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. L'autonomie des établissements universitaires ne justifie en aucun cas le moindre début de séparatisme. Emmanuel Macron dénonce des propos intolérables à Sciences Po Paris. L'Union des étudiants juifs de France annonce vouloir porter plainte après le blocage d'un amphithéâtre. D'une étudiante a été empêchée d'entrer, qualifiée de sioniste. Plusieurs lignes rouges ont été franchies, affirme la direction de l'établissement. Alors parlons vrai, y a-t-il un problème de neutralité dans l'enseignement supérieur ? Le conflit à Gaza débride-t-il l'antisémitisme dans certaines écoles, en France, mais comme dans certaines universités aux États-Unis également ? Êtes-vous inquiet de ces dérives ? Interdiction d'accès d'une étudiante juive à Sciences Po Paris. Macron a-t-il raison d'invoquer un début de séparatisme ? Vous dites oui à 72%. Aude, encore et toujours, attend vos appels au 0826 300 300. Et on en parlera avec Maxime Lotte, référent de la section Printemps républicain à Sciences Po Paris. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe Bilger est avec nous pour commenter cette actualité. Encore une fois, plutôt très tendue, Philippe Bilger. Encore Philippe Bilger, c'est ça que vous voulez dire. J'ai cru ça aussi. Heureusement bravo qu'il ma est chère là. Cécile. Heureusement qu'il Quel est là. rattrapage élégant. In extremis. J'ai eu du bol. Puisque vous l'avez ramené, mon cher Tom Conan. Comment ça va, cher Tom ? Ça va très bien. Moi, j'aime bien la ramener. J'aime bien montrer que je suis là. Non, c'est assez grossier de faire ça. On le fait. Mais bonsoir à tous. Ouais, Bonsoir, c'est Tom. Très joli sweet vert. Ma maman me l'a offert récemment. Je le trouvais assez sympathique. Oui, elle a beaucoup de goût, votre C'est maman. Et Oui, c'est Olivier vrai. d'Artigol est avec nous, qui a beaucoup de goût aussi. Oui, Oui, vous avez beaucoup de goût. C'est vrai. Bon, Déjà de venir chez nous, c'est déjà... c'est déjà une preuve de bon goût quand même. Oui, ça c'est une preuve. Non, ça lui va bien ce qu'il a là. Ouais. J'ai peu de comment dire ça. J'ose pas les couleurs comme ça. Il faudrait. Non, Respecter le Karine, vert, on est- c'est pas évident. Non, je suis pas sûre que... Bon, non. Non. Non, mais ne vous emballez pas sur les fringues. Excusez-moi, On reste- c'est les couleurs de la section paloise, vous devriez aimer, vous qui êtes oui, palois. ça, c'est vrai. Oui, C'est mais... bien parce qu'après avoir parlé d'ameublement, on parle de mode. Je pense que l'émission vraiment va se détendre quand même. Ah, ça prend un tournant, on ne sait jamais. En attendant, ce numéro de téléphone 0826 300 300 avec Aude, extrêmement souriante aujourd'hui et qu'on aime beaucoup et qu'on embrasse bien entendu, avec notre auditrice du jour, Joanne de Marseille. Bonsoir Joanne. Bonsoir. Bonsoir, vraie voix. Ah, mais j'ai dit auditrice. C'est marrant.
Je pensais que c'était une femme, Johan, avec 2 N. Non ? Ok, c'est un homme. Ok, très bien. Il n'y a pas de E à la fin. On vous garde quand même, c'est bien. Vous inquiétez pas. C'est gentil. Je vous remercie. Vous nous ça parlez de tombe quoi bien parce que j'avais des casiers à vous fournir. Oui, c'est une info qui passionne les gens. C'est clair. Johan a de l'humour, j'aime bien. Vous allez nous parler de quoi dans quelques instants ? Je vais vous donner mon coup de gueule sur la gestion calamiteuse du budget de l'État et les économies qu'on nous demande encore de faire. Et on comprend, ça nous agace tous. Et tout de suite le répondeur avec Claire qui nous écoute, il nous parle des Yvelines. Je suis en train d'écouter les vraies voix et je ne suis pas de gauche, mais je suis d'accord avec Françoise Degois. Alors, c'est toujours à la classe moyenne petite de serrer la ceinture. Bientôt, elle n'aura plus de trous à sa ceinture. Moi-même, j'ai un coup de santé, j'ai une baisse de revenus. Eh bien, je dois faire le choix entre ou me chauffer ou payer les impôts. Parce que la célibataire sans enfant, on sait la trouver. On dépasse de peu, on a droit à rien. Voilà, comme on dit, trop riche pour être aidé, mais trop pauvre pour vivre. Et puis il y a ceux qui savent bien conseiller, qui bénéficient des aides. Et c'est une certaine population qui en plus dénigre la France. Et les gens n'ont pas le moral, les commerçants ont une baisse de leur chiffre d'affaires. Ah, mais après les commerces sont rachetés par les trafiquants de drogue, que ce soit les barbershops, les kebabs et autres. Alors si c'est ça la France, non. Et je ne suis pas extrémiste. Merci. Merci Claire. La grande nouvelle est tout de même que Françoise Degois est une 3e admiratrice. Oui, ça fait 3. Non, mais est-ce que c'est pas une vraie question, la classe moyenne qui dit maintenant on n'a plus les moyens de vivre, et quand on voit, on parle souvent des plans banlieues où on a mis des milliards dans les banlieues pour aucun résultat, c'est vraiment, les gens disent on a jeté l'argent par les fenêtres. C'est vrai, mais après le commentaire de madame part un peu dans tous les sens quand même. Il faudrait reprendre ça. On a sans doute pas le temps maintenant. C'est vrai, on sent qu'il y a plusieurs colères. Oui. Il y a plusieurs colères qui sont un peu confondues. Il y a des excès aussi, mais je comprends cette dame. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en effet, la question des classes moyennes, elle revient assez souvent parce qu'elle passe un petit peu comme étant la classe corvéable à merci. Néanmoins, il faut quand même comprendre aussi qu'en fait, l'assiette au sens fiscal, elle est constituée essentiellement de classes moyennes, justement de gens qui sont entre, disons, 1500, 3500 euros par mois à peu près. Donc globalement des classes moyennes. C'est ça aussi la vraie contrainte pour l'État. À 1500 euros par mois, on n'est pas en la classe moyenne. Bien sûr, mais par rapport à des là, classes, on n'est pas en la classe moyenne. Des gens qui sont vraiment dans l'extrême pauvreté, qui sont à 500 euros par mois, J'adore voir Tom répondre aux questions qui m'étaient posées. Pardon, oui. Vous étiez tourné vers moi et Tom, avec beaucoup de science, il aime bien ces sujets-là. J'ai senti que tu mettais un petit peu de temps à réfléchir, donc je me suis permis de m'infiltrer. Vous avez très bien fait. Incroyable, Olivier d'Artigol. Non, mais je vous écoute attentivement sur la définition de la classe moyenne, où elle commence, où elle s'arrête. Le problème, c'est que nous sommes dans un pays frappé par une part importante de smicardisation du salariat français. Jamais les personnes au SMIC n'ont été aussi importantes dans notre pays, ou un peu plus que du SMIC. Ce sont donc des salaires qui ne permettent pas de vivre tel qu'on peut concevoir une vie, c'est-à-dire les petits plaisirs de la vie. Mais de là à faire des personnes qui touchent les minima sociaux, les boucs émissaires de cette colère, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah oui. Allez, on retourne à Marseille avec Johan. Johan, sur cette gestion, selon vous, calamiteuse du budget de l'État. Oui, tout à fait. On l'a vu dans les plans annoncés par notre cher ministre du budget, où en fait on va pour cette première année passer des coups de rabot notamment sur l'écologie, sur le logement, sur l'éducation, qui sont pourtant des domaines d'avenir, également sur des frais de santé. Très probablement également sur l'assurance chômage. Donc, on va encore taper sur, effectivement, je rejoins un petit peu ce que disait l'auditrice, on va un peu encore taper sur la classe moyenne et les pauvres de la société. Parce que, effectivement, comme l'a dit votre voix aussi, on est un peu corvéable parce qu'on est les plus nombreux. L'État, aujourd'hui, l'appareil d'État, alors c'est pas mes chiffres, c'est selon l'IFRAP et l'INSEE, on dépense par rapport aux autres pays de l'Union européenne 70 milliards par an de plus dans notre organisation d'État. Dans toutes les administrations, dans les strates administratives, dans les emplois qui sont en doublon. Imaginez, rien que pour les fonctions comptables, en 2023, on a à peu près 54 000 emplois qui sont doublés. Alors, John, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres qui sortent. Philippe Bilger, c'est vrai qu'il faut peut-être aller chercher dans ces couches-là. Bien sûr. Bien sûr, ma chère Cécile, mais qui dirait que les classes moyennes ne sont pas
pardon pour l'expression, Philippe, n'en faites pas un sort particulier, pompé aujourd'hui profondément par le pouvoir politique. Et il n'y a pas de quoi rire. Et en réalité, ça démontre que la misère ou la détresse sociale s'élargit et qu'elle touche même les classes sociales, les classes moyennes, pardonnez-moi. Le problème qu'on a par rapport à ce que nous donnait cet auditeur, à juste raison, sur les coups de rabot, 10 milliards pour cette année, 20 milliards pour le prochain budget, la Cour des comptes en demandant 50, c'est qu'on voit que ça n'est pas associé à des solutions pérennes. On a le sentiment que ce sera toujours le cas avec des budgets plus ou moins sincères, et là ils étaient insincères. Donc il faudra une vraie réforme de l'État. Allez, merci beaucoup. En tout cas, vous restez avec nous, Johan. Bien entendu, vous allez jouer... Pour un qui c'est qui l'a dit d'anthologie, Olivier D'Artigol. Alors, oui, il gagne, de toute façon. Non, ça m'est arrivé de perdre quand il y a eu les dysfonctionnements en termes de questions d'animation de ce... Tout le monde lui tombe dessus, il triche de tous les côtés. Ça s'appelle la bilgérisation des esprits. Non, mais c'est étonnant, vous ne vous interrogez pas sur le fait que tout le monde trouve que vous trichiez. Oui, écoutez, je suis le bouc émissaire. Oui, c'est ça. J'avais peur que vous disiez la chèvre émissaire. Non, j'aurais gardé que le bouc, moi, c'est tout. Allez, Johan, vous restez avec nous, merci en tout cas. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu et puis le réquisitoire du procureur. Alors, l'amiral de Gaulle, une charge et un honneur. On en parle dans un instant. Vous êtes les bienvenus, on est ravis de vous retrouver tous les jours de 17h à 19h. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vrais Voix. On est ravis de vous accueillir juste tous les jours jusqu'à 19h avec Philippe Bilger qui est avec nous aujourd'hui, Tom Conan et notre ami Olivier D'Artigol. Dans quelques instants, les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix, de quoi parle-t-on ? Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. On va parler de Vladimir Poutine qui vante ses bombes atomiques plus fortes que celles des États-Unis. On va parler aussi d'une archive du tueur en série surnommé le Grêlé quand il passait à la télé chez Nagui comme si de rien n'était il y a quelques années. Et puis aussi de l'analogie d'un vent, celui que Catherine Raget a mis à Emmanuel Macron, vous savez, eh bien, s'en est justifié aujourd'hui. En 3 mots, ça donne bombe, incognito et vent. Allez, tout de suite, les réquisitoires du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. C'est sur l'amiral Philippe de Gaulle, décédé aujourd'hui à l'âge de 102 ans, que vous voulez requérir, monsieur le procureur. On a appris en effet la mort de l'amiral de Gaulle à 102 ans, qui est un âge infiniment respectable. Mais un mot pour dire à la fois que pour lui, avoir été le fils d'un grand homme était un honneur. Il l'a vécu comme tel et il a passé une partie de sa vie à défendre d'ailleurs son père avec une totale conviction et admiration. Mais en même temps, j'imagine, me mettant de manière immodeste dans sa peau, à quel point ça devait être une charge. Parce que combien de fois il a dû entendre directement ou indirectement, il ne vaut pas son père. De la même manière que j'entends parfois que je ne vaux pas l'animateur qui dirige les débats et pourtant c'est Philippe. Comment ramener la couverture à soi? C'est de la diffamation à ce stade. Alors que c'est faux, mais c'est faux. Absolument faux. On termine sur cette note finalement. Grand homme qui a été résistant, qui n'a pas été compagnon de la libération et qui pourtant l'aurait mérité. Grande figure et très humble. À cause de son père. Absolument. Très humble, effectivement, j'avais retrouvé des archives de l'INA qui sont disponibles sur YouTube. Effectivement, il était passé chez Ardisson et c'est quelqu'un qui s'est dévoué toute sa vie à la défense de la mémoire de son père. Ouais. Oui, puis on redécouvre des éléments de sa biographie. En effet, c'est l'un des premiers Français libres. Très tôt, son engagement, il aurait pu bien sûr être compagnon de la libération, il ne l'a pas été. Ça se passait comme ça à la famille de Gaulle et c'est plutôt une bonne chose. Et puis après, il a cheminé en ayant sa carrière et en étant gardien du temple d'une belle mémoire gaulienne, un gaulliste. Voilà, c'est beau ce que vous dites. Il était aussi artiste. Il était aussi artiste. Il avait fait des logos, il a fait des peintures. Absolument. Beaucoup de talent, cet homme-là. Merci beaucoup. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Félix, bombe, incognito et vent. Vladimir Poutine en remet une couche sur ses armes nucléaires, plus puissantes, dit-il, que celles des États-Unis. Le président russe précise que son arsenal est toujours prêt à une guerre nucléaire. Quand un tueur en série, le Grêlé, passait incognito chez Nagui dans le jeu, tout le monde veut prendre sa place. 2 ans avant de se suicider, cerné par les analyses ADN, le journal Marianne a exhumé cette archive télé assez troublante. Et puis l'anatomie d'un vent en public, celui infligé par Catherine Ringer à Emmanuel Macron après sa Marseillaise du 8 mars. Sa bise était mal placée, explique aujourd'hui la chanteuse.
Les vraies voix Sud Radio. Ce n'est pas la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine que le président russe brandit la menace suprême. Dans un entretien télévisé, Vladimir Poutine se dit prêt à une guerre nucléaire. D'un point de vue militaro-technique, nous sommes évidemment prêts. Nos troupes sont constamment en état de préparation au combat, c'est la première chose. Deuxièmement, et c'est aussi une chose généralement admise, notre triade, la triade nucléaire, est plus moderne que n'importe quelle autre triade. Nous sommes les seuls, avec les Américains, à disposer d'une telle triade. Et nous sommes beaucoup plus avancés dans ce domaine. Le président russe qui se dit prêt à utiliser l'arme nucléaire si la souveraineté de la Russie était menacée. La Russie ne s'arrêtera pas. L'Ukraine a lancé de son côté Joe Biden tout à l'heure pour tenter de convaincre le Congrès des États-Unis de débloquer l'aide d'urgence aux Ukrainiens. Les Ukrainiens accusés tout à l'heure par Vladimir Poutine d'attaquer Belgorod et Koursk en Russie pour, je cite, saper l'élection présidentielle de ce week-end. Et puis le deuxième mot, incognito. En 2019, un tueur en série surnommé le Grêlé passait dans un jeu télévisé 2 ans avant d'être identifié. Oui, il allait avouer ses crimes dans une lettre avant de se suicider en 2021, cerné par les analyses ADN qui menaçaient de le confondre. Depuis 35 ans, le Grêlé hantait les enquêteurs pour de multiples meurtres et viols commis dans les années 80 et 90 en région parisienne, surtout sur des fillettes et des jeunes femmes. Personne n'aurait alors imaginé qu'il s'agissait de François Vérove, conseiller municipal dans l'Hérault, syndicaliste policier, ancien gendarme, père de famille bien intégré socialement. Le Grêlé était allé jusqu'à participer à l'émission Nagui, tout le monde veut prendre sa place. La barbe un peu plus fournie que sur les portraits robots d'époque. L'archive exhumée par Marianne semble troublante de banalité rétrospectivement. Vous fûtes policier, vous n'êtes plus. Non. À pied, vélo, voiture, moto? À pied, en moto et à cheval. Moi, j'ai rarement été contrôlé en voiture par un cheval. Donc Parce que vous ne circulez pas dans le bois de Boulogne ou dans le bois de Vincennes. On a su... Merci de sauver ma réputation. Dans le bois, ce sont des chevaux qui se baladent. Oui, tout à fait. Vous avez 2 postes à cheval, un poste permanent au quartier Carnot, donc pour le bois de Vincennes, et un poste provisoire. Vous y restez 1 semaine et vous assurez la sécurité quotidienne des promeneurs le jour uniquement. La nuit, c'est autre chose. François Vérove, alias Le Grêlé, c'était en 2019 sur France 2. C'est pas hallucinant que quelqu'un qui est recherché aille faire un jeu télévisé. J'ai trouvé ça hallucinant. Mais une victime pourrait le reconnaître. Mais voilà la démonstration que les crimes ne s'inscrivent pas sur les visages. Mais Félix, moi je voudrais savoir, est-ce que lorsque ce passage télé a eu lieu, est-ce que la police a quand même fait le lien ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, je crois pas. Ils sont retombés quelques années plus tard. Ils sont retombés dessus parce que son épouse, sa veuve, a dit dans une interview qu'il avait fait le jeu et du coup ce journaliste de Marianne a essayé de retrouver le passage et a fini par le retrouver. Surtout qu'il était resté quelques minutes à la télé, donc qui n'était pas du tout dans les radars de la police. Il était pas soupçonné. D'accord. Mais il était policier ou pas policier? Il était policier. Et quand il a commis ses crimes, il était policier. C'est sûr. Absolument. Oui, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils l'ont retrouvé, puisqu'ils avaient fait des recherches ADN chez tous les gens qui avaient été policiers en région parisienne à cette époque. Il y a eu un film avec Guillaume Canet là-dessus, il me semble. Je me trompe pas, non? Non, c'était le tueur de l'Oise avec Guillaume Canet. Qui était aussi un policier, enfin un gendarme. Il y a plus d'un tueur dans la vie, mon cher Tony. On peut y aller? On peut y aller. Troisième mot, vent. Là, vous allez en prendre un, Tom. Celui infligé par Cécile de Ménibus à Tom Conan, par Catherine Ringer à Emmanuel Macron vendredi dernier. Vendredi 8 mars, il faisait beau, place de la Concorde, en ce jour de scellement de la réforme constitutionnelle sur la liberté de recourir à l'IVG. Catherine Ringer venait même de revisiter, on l'entend, la Marseillaise, quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un baise-main présidentiel dont elle s'extirpe avec un grand geste. Un vent, comme on dit, un vent assumé par la chanteuse tout à l'heure dans Télématin sur France 2. C'est simplement la bise qui était mal placée. C'était une situation solennelle. Donc il m'a fait d'abord un baise-main style... Voilà, à l'ancienne. J'ai essayé de lui refaire un, c'était pas possible, donc ça a donné un petit salut. Et après, quand il m'a dit, on se fait la bise, là, non. Je suis pas son pote, lui non plus. Moi-même, j'aime pas spécialement faire la bise à tout va. C'est aussi une expression de copinage qui n'était pas juste. C'était pas le moment de montrer, je sais pas, moi, pour ça comme, dire je suis pote avec les artistes. Mais non, j'étais extrêmement honoré qu'il m'invite.
Mais maintenant, c'était quelque chose de solennel. Et voilà, prochaines idées de réinterprétation sur scène pour Catherine Ringer. Dès que le vent soufflera de Renaud, je t'emmène au vent de Louise Attaque. Le vent nous portera de Noir Désir ou pourquoi pas Vive le vent. Hein, elle a totalement raison. Ce vent n'était pas un ouragan, c'est pas fondamental. Comme un ouragan, encore une chanson. Emmanuel Macron a par exemple une habitude très vulgaire. Dans les circonstances les plus solennelles, il fait des clins d'œil. Sans arrêt. Il est très tactile. On a vu dans certains moments diplomatiques, que ce soit avec le pape ou avec d'autres grands de ce monde, le macronisme est aussi cette volonté de vouloir faire preuve d'une très grande proximité. Elle dit on n'est pas potes, et c'est vrai qu'ils ne sont pas potes. Donc, elle a même fait le lien avec Mbappé après il y avait ce moment de Benzema qui était plutôt sympa, mais après elle a essayé de s'extirper donc des l'étreinte présidentielle, et je pense qu'elle a eu raison. Et elle s'en explique avec des mots assez simples. Oui, on comprend c'est vrai que cette proximité rappelle un peu le style sarkozyste. Sarkozy avait aussi quand même cette tendance à aller un peu plus loin que l'amitié. Oui. Merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, le grand débat du jour. Vincent Bolloré, propriétaire de Canal+, est auditionné cet après-midi par une commission d'enquête parlementaire sur les fréquences de la TNT. Alors parlons vrai. Est-on dans une chasse à Bolloré, puisqu'après CNews, c'est au tour de C8 d'être sur le grill? Est-ce que vous êtes choqué par le fait que seul le groupe Bolloré soit victime de ce type d'enquête? Est-ce que pour vous, les indignations sont à géométrie variable? Et à cette question, audition de Bolloré et Hanouna à l'Assemblée, est une atteinte à la liberté d'expression? Vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Françoise Laborde est avec nous, journaliste, ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bonsoir Françoise Laborde, merci d'être avec nous. Bonsoir. Petite question avant de partir en pub. Est-ce qu'on ne risque pas finalement de cataloguer des personnalités dont les opinions peuvent évoluer? Ah mais moi je trouve le système absurde. Je trouve ça d'un ridicule absolu. J'ai envie de dire que c'est la fin de la subtilité de la pensée, c'est la fin de l'esprit français. Voilà. L'esprit français, c'est fait de contradictions. On peut être sur certains dossiers extrêmement libéral et sur d'autres un peu plus conservateurs. Qu'est-ce que c'est que cette façon de considérer qu'on est dans une case? Enfin, je veux dire, c'est l'essentialisation de l'individu. C'est tout ce qu'on déteste. C'est le contraire de l'esprit français. C'est le contraire de la dialectique, ça nous tue. On en parle dans un instant, Françoise Laborde. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Que Philippe Bilger, Olivier d'Artigol, Tom Conan. Bonsoir. Et vous, au 0826 300 300, vous souhaite la bienvenue. Merci de nous écouter tous les jours sur Sud Radio, les vraies voix. 0826 300 300, vous pouvez commenter, bien entendu, ce grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Quelques dérapages qu'on assume, que le groupe Canal+ assume. Considérez-vous que Canal remplit des missions d'intérêt public? Je suis pas sûr de comprendre la question, ça commence mal. C'est un peu dévoyer le truc et régler des comptes. Cyril Hanouna, ça va être sportif, lui qui est auditionné le lendemain. Ce qui serait paradoxal, c'est qu'une chaîne qui se présente comme le porte-voix de la liberté d'expression est contraint au silence des centaines de personnes. Vous engagez à ne rien dire qui pourrait porter atteinte à l'honneur de Vincent Bolloré, ses subordonnés, ses filiales. Canal, je l'ai dit tout à l'heure, est le premier groupe européen et est en train de devenir un très grand groupe mondial. Et donc Vincent Bolloré à l'Assemblée nationale depuis cet après-midi, les propriétaires des chaînes C8 et CNews, auditionnés par la commission de l'attribution des fréquences télévision. Demain, ce sera au tour de l'animateur phare de la chaîne, Cyril Hanouna. Les médias du groupe Bolloré régulièrement accusés par la gauche de faire la promotion des idées d'extrême droite, ce qu'ils contestent absolument. Alors parlons vrai, est-ce qu'on est dans une chasse à Bolloré, puisqu'après CNews, au tour de C8? Est-ce que vous êtes choqué par le fait qu'on n'ait pas les mêmes enquêtes sur les groupes concurrents? Pensez-vous que les indignations sont à géométrie variable? Et notre question du grand débat du jour, audition de Bolloré et Hanouna à l'Assemblée, est-ce une atteinte à la liberté d'expression? Vous dites oui à 83%. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Françoise Laborde, journaliste et ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Merci d'être avec nous, Françoise Laborde. Juste avant de revenir à vous, un petit tour de table avec nos invités. Philippe Bilger. Il est évident, je ne dirais pas que c'est une offense à la liberté d'expression, dans la mesure où Vincent Bolloré, que j'ai pu écouter un petit peu, a insisté sur le caractère légaliste de sa présence en disant « on me convoque, je viens ». Mais il est clair, de mon point de vue, que derrière tout cela, il y a une sorte de machine de guerre, une inquisition contre CNews et C8, parce que, paraît-il, ce seraient des médias d'opinion, alors qu'il faudrait qu'ils soient
uniquement des médias d'information. Reste que c'est extrêmement dangereux tout ça, parce que en dehors des personnes qui se sont toujours affichées politiquement de manière partisane, la plupart d'entre nous, d'abord, ont l'habitude peut-être de se définir très difficilement, d'être des pluralismes à eux seuls, et ensuite on a le droit d'évoluer dans une vie au lieu d'être fixé à perpétuité dans une position politique ou intellectuelle. Moi j'ai l'impression aussi qu'on est en France, on n'est pas aux États-Unis, et effectivement la culture politique et la culture médiatique française n'est pas celle des États-Unis. Et donc là où effectivement les médias d'opinion là-bas sont très courants, il y a Fox News par exemple qui défend des opinions assez radicales, très conservatrice de manière parfaitement ostensible, et c'est accepté entre guillemets par cette culture politique. En France, on n'a pas celle-ci, effectivement. Donc là, je parle pas du droit, je parle de la culture politique. Et effectivement, on est habitué à ce que les médias soient effectivement avec une coloration politique éventuellement, une coloration éditoriale en tout cas. Et ça, tous les journaux. Moi, j'ai pu travailler dans la presse écrite, etc. Tout le monde a toujours une coloration d'une certaine façon dans la manière de choisir les sujets, de choisir les invités, etc. Mais on veut qu'il y ait une certaine pluralité et effectivement, moi je suis pas du tout pour l'inquisition. Dans le principe, dans la forme, ça me choque effectivement assez. Mais en revanche, voilà, conserver cette pluralité, c'est quand même bon pour la démocratie. Oui, c'est ce qu'on fait ici en tout cas. Bien sûr. Nous allons voir comment les choses évoluent dans la prochaine période, puisque là en fait c'est le cadre légal qui régissait tout ça, qui commence à être contesté ou qui va évoluer. Moi, je suis très sensible à l'idée exprimée par Françoise Laborde. C'est-à-dire qu'on risque gros sur la disputatio au sens latin, sur une dispute civilisée, sur le fait de ne pas réduire quelqu'un à un cadre contraignant, qu'il peut y avoir de la complexité, qu'on doit tous aller vers une forme d'altérité, aller chercher chez l'autre ce qui nous a pu nous échapper. Oui, cet esprit français qui fait que moi, pour participer très régulièrement à des débats face, par exemple, ou à côté de Philippe Bilger, je suis incapable de le classer. Parce que on discute régulièrement d'un certain nombre de sujets, nous évoluons, et puis il peut y avoir... il a fait un billet il y a quelques jours qui m'a beaucoup marqué sur la face lumineuse et la face sombre qu'on peut avoir. Donc nous ne sommes pas d'un bloc, et on peut nous amener là vers une glissade qui ferait qu'on perdrait ça, alors que... Surtout sur le temps. C'est une identité très... On parle souvent de l'identité, j'en termine là-dessus. C'est une identité très forte de notre pays, que de pouvoir échanger comme nous avions l'habitude de le faire. Françoise Laborde, vous êtes journaliste, ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre le doigt dans un engrenage particulièrement dangereux et glissant ? Mais je suis alors 200% d'accord avec vous. Je pense que c'est de la folie pure. Je pense que c'est une maladie très française. Et j'allais dire c'est une maladie de l'administration française, de l'énarchie française. On adore mettre des cases, des étiquettes et coller chacun dans des cases et des étiquettes. Et là, on va vers quelque chose qui est très embêtant. Moi, je suis contre la comptabilisation des temps de parole. J'ai toujours trouvé que c'était absurde. On est le seul pays au monde à le faire. Alors peut-être que la Corée du Nord le fait encore. Je dis ça un peu provocatrice, mais pas besoin de le faire. Il n'y a pas d'opposition. La comptabilisation est assez rapide. Mais au nom de quoi on comptabilise les hommes politiques? On n'a jamais comptabilisé les syndicats. Pourquoi? On ne sait pas, parce qu'après tout, dans une grève, toutes les opinions peuvent aussi être déformées. Et là, maintenant, les intellectuels, etc., les chroniqueurs, on ne les comptabilise pas. Et là, maintenant, on trouve que le système n'est pas assez contraignant, donc on va l'étendre à tout le monde. Donc on va comptabiliser toute personne qui passe à l'antenne dans les chaînes de radio et de télévision de France. Mais c'est absurde. Et alors, comme vous dites fort justement, en plus, où est l'évolution? On peut être en effet libéral ou carrément conservateur sur certains dossiers et au contraire réformiste. On peut être de droite dans certains cas et très de gauche dans d'autres. Mais ça veut dire quoi? Qu'on a une pensée binaire, qu'on est blanc ou noir, qu'on est réduit à quelque chose qui est d'une pauvreté consternante. Donc moi je trouve ça consternant. Et puis alors j'ai pas écouté aujourd'hui les auditions de Monsieur Bolloré, j'ai écouté un peu avant la commission d'enquête parlementaire. Enfin c'est pitoyable. Enfin, je veux dire, il faut que ces gens travaillent. Je veux dire, on peut pas être député de la République et arriver comme ça en posant des questions aussi sottes.
Enfin, je veux dire que ça n'a pas de sens à un moment donné. Qu'est-ce que ça veut dire de brandir la une de Libé en disant est-ce que vous avez lu Libé ce matin? Mais enfin, on n'est pas en café-théâtre. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, franchement, mais il faut travailler un peu, mon garçon. Il faut avoir des dossiers préparés quand on est élu de la République. On ne peut pas juste arriver en considérant qu'on a la vérité révélée et poser des questions aussi stupides que ça. Françoise, allez, une question de Philippe Françoise, et je vois dans tout cela une perversion intellectuelle, c'est-à-dire au fond, on voudrait nous enfermer dans un statut ou dans des positions où nous n'aurions à proférer que des affirmations, alors que le bonheur de certaines intelligences, justement, c'est d'avoir le droit de poser des questions. C'est très différent de ce dans quoi on veut nous enquister, me semble-t-il. Oui, et puis, moi, ce qui me met encore quand même très mal à l'aise dans cette affaire, c'est que pourquoi ça émerge subitement? Parce qu'en effet, on considère que CNews est une chaîne, allez, disons, marquée à droite. Et que subitement, mon Dieu, quelle horreur, pas de ça chez moi. Mais depuis quand, enfin, je veux dire, quand bien même CNews serait une chaîne marquée à droite, en quoi elle manque à la diversité? C'est un problème. Le service public est bien marqué à gauche, non? Je me trompe. Ouais. Ça ne dérange personne. Et en plus, le service public, c'est fait avec l'argent du contribuable. Donc c'est, si je peux dire, encore plus embêtant. Moi, je pense, où est le problème? Où est le problème à un moment donné? On accepte bien d'avoir une presse écrite qui est engagée, en effet, absolument. Engagée. Allez, donc, Tom où est le Conan. problème avec une chaîne de télévision? Je pense qu'il n'y a évidemment pas de neutralité. La démocratie n'est pas en péril. Il y a évidemment pas la neutralité n'existe pas, et je suis bien d'accord que c'est quelque chose qu'on apprend quand on fait des sciences sociales, hein, l'économie, la sociologie. Il y a toujours une neutralité axiologique qu'on récuse. On disait qu'il y a une distance qu'il faut mettre en place par rapport aux valeurs de chacun, mais il n'y a pas de neutralité. Donc c'est pareil pour les médias. Néanmoins, je pense que c'est quand même intéressant, et ce qui se passe actuellement, le seul intérêt qu'on puisse en tirer d'une certaine façon, c'est ce que tous les médias en France, pourquoi pas ailleurs aussi, s'interrogent malgré tout sur la pluralité des opinions, parce qu'il faut quand même comprendre qu'on est quand même dans un monde où les flux d'informations sont permanents, ont un impact très réel sur la société, sur la psyché des gens, au niveau individuel, collectif, sur les orientations des gouvernements, des gens qui s'engagent, la société civile, et donc c'est quand même pas non plus inintéressant de savoir si les grands médias nationaux font un travail de pluralisme des opinions, si tout le monde peut effectivement s'exprimer, si pas forcément les temps de parole sont calculés, mais en revanche, si chacun peut vraiment avoir le droit de citer. Françoise Laborde. Franchement, vous avez l'impression qu'en France aujourd'hui, la pluralité des opinions n'est pas respectée? Est-ce que vous avez discuté avec les gamins dans les lycés? Qu'est-ce que ça veut dire juridiquement, la pluralité des opinions? Non, mais c'est-à-dire que d'un point de vue juridique, il n'y a pas de problème. Vous avez discuté avec qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire quoi? Vous dites n'importe quoi, pardon. Hein. Mais vous êtes allé discuter avec les jeunes dans des lycées déjà? Vous leur avez demandé ce qu'ils suivaient comme parti politique? Ils sont tous fous furieux, ils adorent tous Mélenchon. Ils sont tous fous d'amour pour Mélenchon. Je disais pas n'importe quoi sur le droit. Je expliquais que juridiquement, c'est pas la question qui se pose. On n'est pas dans une question de droit en réalité. On est dans une question de culture politique actuellement. La question n'est pas du tout de se dire est-ce que tel média doit être interdit, tel média doit traiter tel sujet. C'est pas du tout ça. C'est la manière, la forme et le style éditorial des médias. C'est la seule question qui se pose véritablement. Mais Françoise Laborde parlait du pluralisme dans les médias. Moi, j'ai le souvenir qu'en 92 pour Maastricht et en 2005 pour le traité constitutionnel européen, les médias français étaient monocolores, ils appelaient tous à voter oui. Est-ce que là, ça posait pas problème quand même? Mais vous touchez là la question essentielle. À chaque fois, tous les pouvoirs en place ont toujours pensé que c'était les médias qui faisaient l'opinion. Il y a quelques années, si on avait suivi les médias, Édouard Balladur était président de la République. Tout le monde annonçait Édouard Balladur. Alors, franchement, il n'y a aucun risque là-dessus. C'est une promenade de santé pour ce garçon. Il va être élu. Bon, bilan des courses, il a été battu. Enfin, il n'a même pas été sélectionné. Donc, les médias ne font pas l'opinion. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Ils y participent. Ils y participent fortement. C'est pas ridicule non plus tout de même. C'est les modes. Non, mais quand je dis les médias, c'est les grands médias, radio, télé. Après, vous avez les influenceurs, les trucs et machin. Mais aujourd'hui, avec les chaînes d'infos, les médias sociaux, toute cette espèce de méta information qui circule,
je veux dire, c'est pas une chaîne d'infos comme CNews qui peut changer quoi que ce soit sur l'opinion. Et puis je rappelle quand même que vous avez le choix de ne pas le regarder. Allez, 0826 300 300, une réflexion de Johan qui nous appelle de Marseille. Johan, on vous écoute. Oui, je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit. Je pense aussi que la règle en la matière ne prend pas en compte non plus effectivement les évolutions technologiques et d'informations qu'on a eues. Par exemple, puisqu'on parle de CNews, c'est la première chaîne d'info de la TNT. Je crois qu'elle fait 2 millions ou 3 millions de téléspectateurs. De téléspectateurs. Aujourd'hui, vous prenez la moindre vidéo sur YouTube d'un youtubeur un peu connu, il va faire facilement 8, 10 millions de vues, sans forcément forcer. Donc il y a cette règle de pluralisme, je trouve qu'elle est dépassée, parce que elle date de 86, à l'époque où il y avait que 6 chaînes. Maintenant on en a 200. On a des médias mainstream, on a des médias sur internet, on a des médias, on a des radios. Et libre à chacun de vouloir regarder ou pas la chaîne vers laquelle il tend plus, avec laquelle il a plus d'affinité sur les opinions. Oui, Françoise de Goua, il a raison, Johan. Aujourd'hui, avec la pluralité, en tout cas, Françoise de Goua. J'ai dit Françoise de Goua. Françoise Laborde. Françoise. Françoise Moi aussi. On a quand même, d'une part, le choix, la pluralité des médias rentrants quand même. On peut trouver son choix et avoir autant de choix possibles, en tout cas pour se faire une opinion et avoir un peu de discernement aujourd'hui. Bien sûr. Et alors moi, ce qui m'amuse, pardon, je ne devrais pas, mais je trouve qu'en plus, ce qui est formidable pour CNews, c'est qu'ils auraient fait une campagne de presse, ils auraient dépensé un argent fou et ils n'auraient pas eu un résultat aussi efficace. Tout le monde se met à regarder CNews. Tous les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette chaîne? On nous dit que c'est une chaîne des fascistes, on va les regarder. Donc ils tournent le bouton et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Monsieur Bilger. Ils disent, ah bon non, finalement, c'est un garçon raisonnable. Ils sont très étonnés. Dire que Bilger est raisonnable, j'irai pas jusque-là. Mais bon, après, c'est chacun son appréciation. François, je vous ai payé, je le ferai après. Ben voilà. Et donc, d'Artigol, pardon, je ne le cite pas. Mais subitement, ça fait un espèce de ballon d'oxygène. Vous savez, c'est l'effet Barbara Streisand aux États-Unis. Elle voulait absolument supprimer quelque chose sur elle. Ça a fait implosion. Tout le monde s'est mis à regarder de quoi il parlait. Tout le monde se met à regarder CNews. Donc le gouvernement, le Parlement fait une publicité pour CNews dont CNews n'aurait même pas pu rêver dans ses rêves les plus fous. Parce que du coup, tout le monde va voir cette chaîne. Et donc, pour vous, c'est un faux procès finalement, Françoise Laborde? Pour moi, c'est un procès comme on adore en faire en France, sur le thème, mon Dieu, le fascisme est à nos portes, etc. Ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, voilà, on a le droit, en effet, de voter à droite, on a le droit d'avoir des opinions différentes, ou bien il faut dire une fois pour toutes que les opinions de droite sont interdites, contraires à la démocratie, interdire les partis, mais là, on n'est plus dans la démocratie. En quoi la démocratie est mise en péril par l'existence de CNews? Moi, ce qui me fascine, c'est ça. Quand je vois des gens qui signent des pétitions pour demander la suppression de CNews, ça me sidère. Quand je pense, en plus, que c'est un syndicat qui fait pour défendre les journalistes, d'aller saisir le Conseil d'État. Reporters sans frontières, pour le nommer. Absolument. Pour obtenir un petit serment de vie, je me dis, mais franchement, on est à front renversé, on est chez les dingues. Le mot de la fin avec Olivier d'Artigol. Avec quelque chose de très dur dans la séquence qu'on vient de vivre, c'est une forme. Alors, je sais que dans toutes les corporations, tous les métiers, il peut y avoir des rapports humains rugueux. Mais la détestation qui existe dans le monde journalistique, avec des expressions qui me semblent folles de confrère à confrère. On est dans un climat difficile. Oui. Merci beaucoup, Françoise Laborde, d'avoir été avec nous. On est ravis de vous avoir accueilli. Dans un instant. Et elle parle vrai, Françoise Laborde. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a un grand point commun avec Françoise de Goua. Je sais pas si c'est le prénom qui veut ça, mais bon. Ça doit être ça, ouais. Absolument. Faudra pas les mettre ensemble. C'est tout ce que je vous demande. Françoise de Goua, Françoise Laborde et Elisabeth Lévy, on est mort. Je vous le dis tout de suite, on est mort. On dit pas un mot. Attendez, Bilger vient de faire un malaise. Merci beaucoup, Françoise Laborde. Dans un instant, Johan sera avec nous de Marseille pour jouer au Qui c'est qui l'a dit. On vous souhaite la bienvenue.
Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ravis de vous retrouver. Vous savez que vous pouvez nous regarder sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, c'est peut-être le moment de le faire. Et bien entendu, on est un petit peu partout, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, sur X, pardon. J'ai du mal à dire à X. Moi aussi, j'ai du mal. C'est un petit peu coquin quand même. Oui, c'est sûr. Je suis sur X, c'est bizarre, comment vous dire. Ça fait un peu mauvais film. Ouais, autant je peux le dire à 23h, mais en plein après-midi, j'ai du mal à le... En plus, à côté de Philippe David, je vous en prie. Non. Monsieur D'Artigol, ne m'envoyez pas ce type d'image dans la tête, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et c'est Johan qui joue avec nous aujourd'hui. Ça va, Johan? Ça va bien, merci. Vous aussi? Ouais, on est au taquet. On espère que vous aussi, que vous allez remporter cette petite finale. Ouais, c'est une finale. C'est une finale aujourd'hui, parce que c'est pour D'Artigol, c'est un truc de fou. Allez, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, ça vaut 2 points. Sur le vote d'hier, c'est pour nous un soutien à l'Ukraine sans ligne rouge. Gabriel Attal? Non. 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 C'est pas le même bord. C'est à gauche. Oui. C'est du côté d'Artigol. Bompard. Roussel. Bonne réponse, il a été plus rapide. Fabien Roussel. Ah non, il a été plus rapide. Vous avez dit Bompard. C'est très net. Alors si vous commencez à contester là, c'était très net. C'est très net. Mais excusez-moi. Mais il a un 10. Mais je vous en prie. Excusez-moi. Là, il y a la photo finish et justement, il n'y a pas photo. Vous voyez comment vous créez un climat mauvais dès la première question. Oui, mais adressez-vous à l'arbitre qui est vraiment un être qui est le summum de la probité. Il faudrait revoir la séquence. Le contraire de l'incorruptible. Johan, vous penchez plutôt sur Philippe Bilger ou Olivier D'Artigol? Philippe Bilger. Ouais. Mais non, je conteste. Bah non, je demande à la régie. Mais non, c'est très... Voilà, notre réalisateur Benoît dit j'ai entendu Olivier D'Artigol. Et Benoît, il est payé, il le dit en permanence. Oui, c'est vrai, c'est entendu aussi. Sans mettre une pression exagérée sur le jeu. S'il vous plaît. Sans mettre une pression exagérée sur le jeu. Je n'ai jamais entendu Benoît dire la vérité. Si on me conteste ces 2 points, j'engage des procédures de recours. J'en suis ravi. Allez, seconde question. Non, c'est Johan. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Voilà. Ne jetez pas l'eau propre sur l'ensemble des professionnels. Attendez. Non. Johan. L'eau propre? Oui, l'eau propre au lieu de l'opprobre. Johan? Sur l'ensemble des professionnels. Alors là. Elle vient d'avoir un bébé. Ah, je l'ai pas. Il était plus rapide. C'est Sarah El Haïry. Pour une fois. Pour une fois, une triche. Non, c'est ma probité qu'on voit. Non. Là, je vais commencer. Non, il a un quart de seconde d'avance comme tout à l'heure. Vous aviez un quart de seconde d'avance. Très largement. Tout à l'heure, on t'a donné le point alors que vous aviez perdu. Les amis, ce qui est très gênant, c'est qu'en 3 heures, on a fait 2 questions. Surtout que moi, je pense qu'il faudrait investir dans un buzzer. Allez, attention. Là, ça devient très compliqué. Écoutez bien, Johan. Moi, je propose que Tom se taise, mais ça tombe bien, il le fait. Alors, ça coûte 3 points. Qui c'est qui l'a dit à Marine Le Pen? Toutes les positions que vous avez tenues sur la Russie sont à chaque fois des appels du 18 juin inversés. Johan. Gabriel Attal. Bonne réponse de Johan qui marque 3 points. Qui c'est qui l'a dit à 1 point sur le soutien à l'Ukraine? Ce que nous devons retrouver, c'est une voix française unique et singulière. Johan. Comment elle s'appelle? Priska Thévenot, c'est bonne réponse. Joli. Très bon. Qui c'est qui l'a dit sur le vote d'hier? LFI et Jean-Luc Mélenchon ont toujours été nostalgiques de l'URSS et pro-Poutine. C'est un ministre. Un ancien ministre. Oui, oui. Oui. Langauchat. Bonne réponse de Philippe Bilger, Clément Beaune qui marque 2 points. 3 points. Ah, c'est 3 points, pardon. Même 4. C'est 2. Qui c'est qui? 2 points, pardon. 2 points, qui voilà. c'est qui l'a dit? 3 points, c'est la dernière. Écoutez bien, Johan. Bruno Le Maire n'a pas compris qu'il n'est ni ministre du Travail. Oui, il manque le nez. Qu'il n'est ni ministre du Travail, ni Premier ministre. Ouais. C'est une femme. Oui. Elle n'est pas politique. Johan. Ça n'est pas une politique. Ah bon? Ah tiens. Non. Ministre du Travail. Elle est Je ne sais pas. Attendez. Elle est quoi?
Johan, pas de réponse. Ah oui. Sophie Binet, bravo. Il l'a dit. Là, pour le coup, c'est OK. On discute pas. Eh bien, Non, écoutez, 5 pour Philippe Bilger, 5 pour Olivier d'Artigol, 4 pour Philippe Bilger, 4 pour vous, Johan, et Tom Conan et Fanny. Mais comment J'ai été un petit peu... mais comment c'est possible d'arriver à 4? Mais non, j'ai eu 3 réponses. Non, mais vous avez eu 2 et 2. Vous avez que 2 réponses. Merci. Mais non, Allez, mais c'est pas possible. On poursuit l'émission. Non, Mais on va passer la VAR. On poursuit l'émission. Non, mais excusez-moi, je quitte cette émission. Moi aussi. Je préfère partir en pub. Merci, Johan. Salut. Moi, Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Après la tempête du qui c'est qui l'a dit, chers amis, le retour au calme autour de cette table avec Philippe Bilger, avec Olivier d'Artigol, Tom Conan, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Non, mais écoutez, on m'a pas laissé... qui l'a dit, c'était porté disparu. On m'a pas laissé m'exprimer. Tom, il a peur. C'est toujours les autres. Voilà. C'est toujours les Moi, autres. j'ai laissé les autres gagner parce que je sais que c'est important pour eux. Merci. Non, mais c'est. Mon c'est bien. Dieu, Jésus. Mais j'avais une réponse quand même. Binet, je l'avais, mais j'ai pas osé la dire. Ouais, bah vous avez bien fait de vous taire. Faut pas faire ça. Allez. La brute et le truand. C'est ça. Dans un instant, vous avez la parole. On part où, Félix Mathieu? On part à Marseille avec ce gros coup de filet dans le milieu du narcotrafic marseillais. 13 arrestations. Et depuis le massacre de Charlie Hebdo, on aurait pu imaginer que la France entière ou presque est en Charlie. On ne verrait plus qui que ce soit mettre une cible dans le dos de caricaturistes. Charlie Hebdo, 7 janvier 2015. Il y a 9 ans qui semblent une éternité quand on voit ce qui arrive à la malheureuse Coco, caricaturiste à Libé. Coco, rescapée de Charlie Hebdo, a fait une caricature sur Gaza dont on peut penser qu'elle est de mauvais goût, mais qui est une caricature. Elle représente un Gazaoui coursant des rats avec une femme lui disant « pas avant le coucher du soleil ». Coco a reçu des tonnes d'insultes via les réseaux sociaux comme, j'en traduis une qui est en anglais, « Fuis, fuis salope, tu seras bientôt exécuté et toute ta famille sera morte », tandis qu'un autre lui écrit « Ils auraient dû te liquider le 7 janvier ». Si les menaces s'arrêtaient à des crétins sous pseudo sur les réseaux sociaux, ce serait le moindre mal, mais des politiques sont venus en mettre une louche. 3 insoumis s'en sont chargés pour commencer. On commence justement par Sofia Chikirou qui a tweeté « Vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez ». Elle a été suivie par 2 autres député du même groupe, Carlos Martins Bilongo, qui a tweeté lui aussi honteux, tandis que Sarah Legrain y allait de son « Et ne venez pas pleurer sur la liberté d'expression, vous l'avez, juste quand vous en faites n'importe quoi avec, ne vous étonnez pas qu'on vous le dise ». Pour la porte-parole du PS, Chloé Ridel, ce dessin est ignoble. Preuve, comme le disait un socialiste, Michel Rocard, que le tapinage électoral est bel et bien une réalité un peu partout sur l'échiquier politique. Bref, pour gagner quelques voix, on peut bien mettre une cible dans le dos d'une survivante de Charlie Hebdo, et peu importe l'honneur. D'ailleurs, comme disait Georges Clémenceau, l'honneur c'est comme la virginité, ça ne sert qu'une fois. Un honneur perdu depuis belle lurette par ces 4 sinistres personnages. Soutien total à Coco. Je suis, en ce qui me concerne, encore et toujours Charlie. Philippe Bilger. Bravo Philippe, je n'ai rien à ajouter. Vous avez en même temps cette scandaleuse attitude intellectuelle peut aboutir à des effets terribles, terrifiants. Aujourd'hui, on ne peut plus plaisanter quand on sait qu'une balle existe peut-être à l'horizon virtuellement. La question est de savoir, vous venez de le dire, Philippe, la question est de savoir si nous restons Charlie ou pas. Oui. Nous restons Charlie. Oui. Et le fait que ces paroles puissent viser une caricaturiste est insoutenable. Ouais, je suis bien d'accord. Moi, je suis même passé il n'y a pas très longtemps devant les anciens locaux de Charlie Hebdo où il y a d'ailleurs une plaque assez minable et je me suis dit que c'était quelque chose quand même qu'on avait assez vite oublié. Les gens n'ont pas de suite dans les idées pour effectivement dire ce genre de propos. On aurait pu éventuellement l'envisager avant l'attaque du 7 janvier, mais depuis effectivement ce genre de choses n'est pas pensable, c'est indicible, c'est un scandale. Allez, vous avez la parole avec vous, Félix Mathieu, direction Marseille. Oui, Marseille avec ce coup de filet dans le milieu du narco-banditisme. 13 personnes interpellées, soupçonnées de faire partie du gang DZ Mafia. 10 hommes, 3 femmes assez jeunes, entre 15 et 25 ans. Des arrestations simultanées lundi. Il y en a qui ont été arrêtés à Marseille, mais d'autres qui étaient ailleurs. Arrestations aussi à Rennes ou dans les Alpes de Haute-Provence. Tous soupçonnés donc d'avoir participé à une tentative d'homicide dans le nord de l'Espagne il y a 14 mois. En janvier 2023, tentative d'homicide contre un Français, lui-même connu pour trafic de drogue. Autrement dit, ça ressemble à une tentative de règlement de compte. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le secrétaire national chargé de la zone sud pour le syndicat Unité SGP Police FO. Bonsoir Bruno Bartocchetti.
Bonsoir, merci de m'inviter justement dans cette émission où on peut parler comme c'est inscrit vrai et librement. Eh bien, merci à vous d'être avec nous dans les vraies voix. Merci. C'est pour ça que Bruno est souvent là. Oui, voilà, on aime bien, on aime beaucoup. C'est le fruit de 14 mois d'enquête minutieuse, un gros travail de police, ce coup de filet, Bruno Bartocciati. Oui, c'est beaucoup de, vous le soulignez, c'est beaucoup de travail fait avec beaucoup de précision et ça demande beaucoup de moyens d'investissement. Quand je dis de moyens personnels, parce que malheureusement les enquêteurs manquent encore beaucoup de moyens et d'effectifs pour aller encore plus loin. Alors c'est un bon coup de filet. C'est vrai qu'il y a eu en plus l'arrestation de Félix Benguigui. Est-ce que pour autant tout est résolu? Je ne le pense pas. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais ça, c'est vrai que ça démontre surtout qu'on est déterminé. On sait que le combat contre les stupes, vous savez, ce sera interminable. On en reparlera dans 10, 20, 30 ans. On en a parlé il y a 40 ans. Mais on doit faire tomber les réseaux et c'est ce qu'on fait. Alors, les 13 arrestations, là, on n'a pas de gros bonnets puisque bien souvent, les grands parrains de la drogue aujourd'hui sont à l'étranger. Mais c'est vrai que ça leur donne quand même un coup derrière les oreilles, si vous acceptez cette expression. Et je pense qu'on va avoir pendant quelques semaines une accalmie. Ça ne veut pas dire que tout va rentrer dans l'ordre. Et surtout, retenons une chose, ce n'est pas parce qu'on aura pas de règlement de compte, en tout cas moins de règlement de compte, que tout ira très très bien. Il faut aller beaucoup plus loin. Je pense que dans l'émission, on va en parler. Il y a des magistrats aujourd'hui qui s'expriment. Il était temps quand même qu'on ne soit pas les seuls à s'exprimer sur ce thème. Des magistrats se sont exprimés en disant que si on ne réagissait pas, on perdait sérieusement la guerre, la bataille. Et c'est vrai que si on ne bouge pas, si on ne va pas plus loin, dans 10 ans, on a perdu. Surtout que là, on est quand même, on n'est pas en position de force face à ces narcotrafiquants qui ont beaucoup de moyens pour œuvrer. 14 mois de travail, ça veut dire qu'effectivement, vu l'ampleur du phénomène à Marseille, il faudrait vraiment plus de moyens finalement. Oui, complètement. Puis ça démontre surtout que quand on parle de la DZ Mafia, j'ai toujours pris l'expression, c'est une pieuvre qui va au-delà de Marseille. On parle de Marseille avec ses règlements de compte, mais on sait que la DZ Mafia est présente en Avignon, à Nîmes, voilà, et ça va au-delà de la zone sud. Les interpellations ont eu lieu également à Rennes, ils n'étaient pas partis en pèlerinage, donc on sait très bien qu'ils prennent beaucoup d'espace dans l'Hexagone et au-delà de l'Hexagone, puisque on a aussi, rappelez-vous, on a aussi un gros bonnet de la DZ Mafia, si je me trompe pas, qui a été interpellé en Algérie. Bon, absolument. Justement, la Philippe police. Bilger. Justement, Bruno, est-ce que l'arrestation de ce nommé Bindi, je crois, ou Yoda, qui dirigeait va avoir de l'influence dans la lutte contre le trafic de drogue? Est-ce que ça va bouger des lignes? Est-ce que quelque chose peut se produire en votre faveur? Écoutez, c'est une belle victoire. Maintenant, en notre faveur, pour bouger des lignes, il va falloir aller au-delà, notamment sur le travail qu'on veut bien se donner. Je prends souvent l'exemple de l'Italie, où on est allé beaucoup plus loin sur le statut du repenti, sur les réponses pénales à donner, sur les spécialisations ou la spécialité, pardon, des magistrats. Là, le coup donné comment il s'appelle, à Yoda, il est très lourd. Là, ça fait très très mal. C'est vrai que ça affaiblit considérablement ce gang qui était déjà très affaibli, puisqu'on avait tué le frère de Félix Benguigui l'an dernier en Espagne. Enfin, il avait été tué. Donc c'est vrai qu'on leur a fait mal. Mais il y a encore beaucoup de chemin, parce qu'on reparlera encore de narcotrafiquants dans quelques semaines et dans quelques mois, ça c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bruno Bartocciati, secrétaire national chargé de la zone sud pour le syndicat Unité SGP Police Force ouvrière. Merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, le tour de table de nos vraies voix. Et on parle de quoi avec vous, Philippe Bilger? On a le droit de ne pas aimer Aya Nakamura pour de bonnes raisons. Et Tom Conan? Moi je vais revenir sur Gaza. Et vous, Olivier d'Artigol? Le problème dans notre pays est-il uniquement la haute administration? On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300. Ici, tout est permis. Ça va, Philippe David? Oh, ça va super bien. Ça s'est un peu calmé depuis le qui c'est qui l'a dit. On a l'impression que ils ont tout donné. Que ce jeu rend fou. Vous n'avez pas remarqué que lorsque quelqu'un ne s'en mêle plus, c'est très calme? Oui. Vous parlez de qui? Devinez. Alexandre Delovade, on a besoin d'un médium. Ça va, Olivier d'Artigol? Vous avez récupéré votre cerveau? Je me tachycardie votre cerveau, parce que lui, il dépose son cerveau. d'arracher la victoire. Vous en faites ce que vous voulez.
Et Tom Conan est avec nous, Philippe Bilger, bien entendu. Et tout de suite, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table De l'actualité. Et Philippe Bilger voulait parler de Rachida Dati qui dénonce des attaques par pur racisme contre Aya Nakamura. Oui, elle a dit, et je trouve que c'est très dangereux de la part de Rachida Dati, je comprends bien, elle est dans son rôle, dans la banalité de ce qu'impose un certain discours ministériel. Mais moi, je ne suis pas raciste, je n'aime pas Aya Nakamura. Enfin, plus exactement, je l'ai écouté, je n'aime pas ce style de chanson, je le trouve incohérent, je le trouve inarticulé. La musique peut être belle, mais les paroles sont trop faciles à comprendre pour moi. Et Flore qui comprend rien. Voilà. C'est pas grave. Et donc, je récuse cette espèce de totalitarisme qui fait que lorsqu'on n'aime pas une chanteuse ou un chanteur, par exemple de couleur noire, c'est par racisme. On a le droit de distinguer les deux. Une appréciation artistique, si elle la mérite, d'une appréciation qui serait scandaleusement raciste. Oui, mais ça surintègre quand même le racisme malgré tout, une sorte de racisme culturel, disons quoi. Ceux qui ont mis une pancarte, on est à Paris, pas à Bamako, c'est du racisme. Mais le tollé qu'il y a eu, effectivement... Vous ne parliez pas de l'humaniste que je suis, bien sûr. Non, bien sûr que non. Mais j'ai un peu suivi ça. Il y avait un article de Libé là-dedans, ça que j'ai essayé de creuser la question. Oui, enfin, on peut évidemment apprécier ou pas. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a quand même beaucoup de succès également à l'international. Donc, c'est pas uniquement une question franco-française. Hein. C'est quelqu'un qui est reconnu dans son travail. Après, on aime, on n'aime pas. Ça, à la rigueur, on s'en fout complètement. Mais je trouvais que c'était assez intéressant. En plus, mêler Piaf avec une personne qui incarne comme une forme de modernité artistique. En plus, c'est une femme qui en plus n'est pas du tout clivante, si j'ose dire. Elle a plutôt cette dimension pas unificatrice, si j'ose dire, mais en tout cas, elle peut plaire à tout le monde. Elle peut plaire à peu près à tous les publics, à tous les âges, toutes les générations. En boîte, par exemple, pour ceux qui vont en boîte, c'est une musique qui est très entraînante. Voilà, c'est quelque chose qui s'écoute très facilement, qui est suave. Et en plus, elle joue beaucoup avec la langue. Non, mais c'est vrai, elle joue beaucoup avec la langue. Elle crée des mots. Avec la langue, laquelle? Avec la langue française. Avec la langue française. Non, mais voilà, elle invente des choses. Elle invente des choses. Donc, c'est pas forcément le cas de l'ensemble des artistes français aujourd'hui. C'est moi qu'on puisse dire. Donc voilà, moi je trouve ça un peu dégueulasse de s'attaquer à elle. Olivier D'Artigol. On comprend bien que Philippe Bilger n'est pas totalement Djadja. Mais j'ai eu le sentiment, cher Philippe, que Rachida Dati, elle était dans son rôle et sa fonction, réagissait au déferlement, au tsunami de haine raciste qui a déferlé au cours des dernières journées sur les réseaux sociaux. Et je n'attends rien des réseaux sociaux. Donc on peut être rarement déçu au final. Mais là, ça atteint une dimension particulièrement répugnante, je vous assure. Mais tout de même, qui a eu l'idée saugrenue de choisir Aya Nakamura? Mais qu'est-ce que tu aurais choisi à la place? Alors moi j'ai vu un sondage. Moi j'ai lu un truc intéressant. J'ai vu que les Français étaient davantage axés, par exemple, sur deux choix, Florent Pagny ou David Guetta à la place. Oui. Et moi j'aime beaucoup David Guetta, j'aime beaucoup Florent Pagny, donc il y a aucun problème. J'écoute les deux d'ailleurs. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup ces deux artistes. Mais en revanche, ça montre quand même qu'il y a une petite question générationnelle. C'est-à-dire qu'on parle des gens qui ont plus de 55 ans à peu près, j'en sais rien exactement. Donc c'est pas du tout un problème en soi, mais ça montre quand même que il y a peut-être un tropisme, pour moi, des choix qui seraient... Jean Fablon s'il n'était pas mort. Non, mais c'est aussi pas mal de pousser aussi des gens qui incarnent peut-être les générations montantes et pas Après, uniquement. C'est ce qu'on se dit depuis une semaine. On n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle ou d'une surprise. Alors là, je suis pessimiste, ma chère Cécile. J'ai toujours tendance à penser que le passé est merveilleux. C'est que moi, je pense que ce sera quelque chose de très positif. Est-ce que l'idée que la jeune génération, c'est la chanteuse qui dans le monde française a le plus d'audience. C'est sûr. Donc c'est pas tant une surprise, ça peut être une confirmation. Et c'est ce qu'elle incarne en fait, ce qui est intéressant. On s'en fout après tout de la musique en elle-même. C'est ce qu'elle incarne, et ce qu'elle incarne effectivement nous tire un peu vers le haut, il me semble. Enfin.
Non, en tout cas, pas en arrière. Tom, vous êtes sérieux là? Oui, mais dans le sens, vous trouvez que les paroles inarticulées qu'on entend du guerre nous emmènent vers le haut? Prenons Daft Punk. Daft Punk, il y a très peu de paroles, et quand il y a des paroles, il y a deux mots généralement. En français, hein, non, mais il y a deux paroles. Pour autant, c'est un très bon groupe. Je veux dire, il faut pas s'arrêter à ça. C'est l'ensemble qui est intéressant. Il y a des clips d'Aya Nakamura, Pookie par exemple, qui est un clip incroyable. Daft Punk, chante pas en français. Non, mais parce que c'est des artistes français. Je veux dire, c'est qu'on peut pas considérer que la qualité d'un artiste français ou francophone est liée à sa maîtrise de la langue et pourtant moi j'écris des livres, donc j'aime la langue française et j'essaie de la célébrer. Allez, on va passer c'est deux choses différentes. À un autre sujet, parce que Daft Punk, vous savez pas, mais c'est Philippe Bilger, Olivier d'Artigol, parce qu'ils ont toujours eu un casque. En fait, c'est bien avec leur machin là. Avec leurs masques, ils sont incroyables. Justement, Tom, le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a affirmé qu'avec 12 300 enfants tués en Palestine depuis qu'il y avait depuis le 7 octobre. Ouais. Effectivement, c'est un sujet beaucoup moins léger, beaucoup plus grave, mais qu'il fallait absolument, je pense, quand même mettre en avant. Alors, je sais que c'est un sujet évidemment qui est traité à Sud Radio régulièrement, mais malgré tout, ça m'a quand même frappé. Donc, effectivement, Philippe Lazzarini, qui s'occupe en effet de l'agence onusienne, comme vous l'avez rappelé, pour les réfugiés palestiniens, qui a rappelé donc qu'entre octobre et fin février, donc en 4 mois seulement, il y a eu environ 12 300 enfants donc qui seraient décédés du fait des attaques israéliennes, ce qui représenterait 4 ans de guerre dans le monde entier. Donc l'ensemble des victimes, enfants en tout cas, pendant 4 ans dans le monde entier. Bon voilà, après il s'agit pas d'insister sur des références ou des proportions précises. Et je rappelle évidemment que la guerre a été quand même réenclenchée par l'attaque évidemment du Hamas du 7 octobre, qui avait quand même fait 1160 morts exactement. Donc il y a toujours beaucoup d'otages. Donc je suis plutôt en train d'essayer de mettre en avant un camp plutôt qu'un autre. C'est pas le sujet, mais là franchement, on est quand même face à une situation qui est terrible. Enfin, c'est à peine audible. Hein. Vous imaginez 12 300 morts en 4 mois et la guerre n'est pas terminée. Elle est loin de l'être. Donc c'est quand même quelque chose qui doit quand même être mis en avant. Je sais qu'il y a d'autres sujets, y compris sur cette émission par rapport à Sciences Po, vous savez, des sujets qui sont un peu périphériques, qui sont connexes à ce point-là. Et bien sûr, on en débattra. J'en débattrai avec joie avec vous. Mais ça, c'est quand même la base, si j'ose dire. Alors, c'est des statistiques qui sont issues quand même d'un territoire administré par le Hamas, c'est vrai. Mais pour autant, ils ne sont pas contestés. Philippe Bilger. C'est des... Pardon, Tom, ce sont des enfants dont on parlait. Donc il y a 30 000 morts environ et 12 300 enfants parmi ces 30 000 morts environ. Alors, ça poserait, mais je sais que ça nous entraînerait dans un débat trop vaste. Imaginons Israël, sachant que des enfants allaient mourir, est-ce qu'on aurait pu concevoir dans une forme d'utopie politique, sachant cela, que la riposte elle-même se serait modérée? C'est une question que je pose. Parce que on nous dit, et je rejoins absolument cette pensée, qu'Israël ne veut pas les morts, bien sûr, contrairement au 7 octobre, mais tout de même, quand on sait qu'inévitablement des enfants vont mourir, je pense que même l'homme ou la femme politique la plus endurcie peut s'interroger. Olivier d'Artigol. Oui, bon, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et il faut... Parce que il y a cette situation, une situation de famine aussi pour les enfants. Tout à fait, oui. Sans que, je ne sais pas moi, où en est l'objectif de guerre concernant la mise hors d'état de nuire du Hamas. Parce qu'en fait, les Gazaouis sont à la fois les otages du Hamas, et ça ne date pas du déclenchement de la guerre. Bien sûr. Ils ne peuvent pas sortir de l'enclave, et ils se font bombarder. Donc il faut que ça s'arrête. Malheureusement, on n'a plus le temps. Dans un instant, on va parler de simplification de l'action de l'État avec vous, mon cher Olivier d'Artigol. On fait une petite pause, on revient dans un instant. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec les frères ennemis du qui c'est qui l'a dit, Philippe Bilger, Olivier d'Artigol, et l'absent du qui c'est qui l'a dit, Tom Conan, l'homme qui est porté disparu chaque fois qu'il y a une question d'actualité. On continue, Cécile de Ménibus est bien évidemment là. On continue avec la fin du tour de table de l'actualité, et c'est vous, Olivier d'Artigol, et vous voulez parler des propos d'Emmanuel Macron sur la haute fonction publique. Je serais intéressé... je souhaiterais connaître votre avis concernant 2 dimensions de ce qui s'est passé hier avec cette engueulade, ou en tout cas ce remontée de bretelles du président vis-à-vis de la haute administration, fonction publique. Sur 2 dimensions. D'abord, est-ce que le chef de l'État
est véritablement dans son rôle que de discourir d'un certain nombre de difficultés, de dysfonctionnements. Est-ce que le verbe peut remplacer véritablement l'action ? On le dit très intelligent, en capacité de répondre à tout, mais est-ce qu'on n'attend pas prioritairement une intelligence de l'action pour obtenir un résultat, puisqu'il est en charge du pays depuis 2017 ? Première question. Donc le dire ou le faire. Puis, deuxième question, je n'aime pas ce climat où on va charger d'une manière, je trouve, exagérée la haute fonction publique, ou les fonctionnaires en général, alors que notre fonction publique compte des personnes de grande qualité, qui, pour certaines d'entre elles, pourraient gagner beaucoup plus dans le privé, et que les hauts fonctionnaires conduisent des politiques publiques décidées par l'exécutif et le législateur. C'est un peu trop facile ce qui s'est passé hier en disant « je m'en lave les mains, il n'y a plus de responsabilité politique à tout ça ». L'addition de normes et donc leur mise en œuvre n'est pas de l'initiative de la haute fonction publique, mais ils sont obligés de respecter la loi et parfois même l'accumulation de lois dans l'inflation législative qu'on peut connaître sur certains sujets, la politique agricole étant l'une d'entre elles. Donc je vous souhaiterais avoir votre sentiment sur ces deux dimensions. Philippe Bilger, qui fut aux fonctionnaires. Vous avez raison, Olivier, sur le premier point, et je me reproche depuis hier soir, par exemple, de n'avoir pas mesuré exactement, en effet, cette tendance d'Emmanuel Macron à réprimander les gens, et je parle pas que d'hier, il a souvent sermonné ses ministres en leur disant en quelque sorte, vous ne faites pas ce que je vous ai dit. C'est une certaine manière de déplacer les responsabilités, et sur ce premier point, j'avoue que vous avez raison, et je crois que c'est une forme de perversion. Pour l'autre, là, je laisse Tom qui est impatient. Ah non, je suis pas impatient du tout, je suis intéressé, c'est pas la même chose. Je ne trépigne pas, mais je pense que Macron, c'est un libéral contrarié, parce qu'en fait, il aurait été sans doute plus à l'aise dans un pays anglo-saxon qui est de culture libérale de manière plus naturelle, si j'ose dire, et donc il se heurte assez souvent à cette culture administrative, voire même à cette culture française. Il est lui-même fonctionnaire d'ailleurs, faut-il le rappeler. Mais il est quand même aussi assez vite parti de la fonction publique, comme vous le savez, pour partir en banque d'affaires, ce qui d'ailleurs est pas du tout quelque chose que moi je lui reprochais. Il avait parfaitement le droit de faire ce choix, mais c'était quand même un choix. Ça montrait qu'il n'était pas forcément comme un poisson dans l'eau dans la fonction publique. Et je pense que voilà, effectivement, c'est un libéral contrarié. Il aimerait effectivement sans doute simplifier les choses. Et d'ailleurs, de bonne foi, il aimerait aller au bout du projet libéral. Et après tout, c'est un projet qui peut se défendre, même si je pense qu'il va plutôt dans le mur quand on voit combien les pays qui ont mené des politiques de ce type n'ont pas pu atteindre les objectifs qu'ils mettaient en avant. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se heurte à ça, au fait qu'il y a une hiérarchie des normes, en effet, qui doit être respectée, une administration qui a des pratiques aussi, qui a une culture et qui a un mode de fonctionnement qui n'est pas forcément le sien. Merci beaucoup, en tout cas, Olivier d'Artigol, pour ce sujet. Vous restez avec nous. Dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. Une étudiante membre de l'UEJF s'est fait refuser l'accès à une salle de classe ce matin à Sciences Po lors d'un rassemblement pro-palestinien. Avec cette question, Philippe. Oui, cette question. Interdiction d'accès d'une étudiante juive à Sciences Po Paris. Macron a-t-il raison d'invoquer un début de séparatisme ? Et on vous pose cette question. Donc, y a-t-il un problème de neutralité dans l'enseignement supérieur ? Y a-t-il vu le conflit à Gaza, un antisémitisme débridé, qui ne dit pas son nom, qui arrive en force comme dans certaines universités aux États-Unis. Enfin, êtes-vous inquiet de ces dérives ? Et à cette question, interdiction d'accès d'une étudiante juive à Sciences Po Paris, Macron a-t-il raison d'évoquer un début de séparatisme ? Vous dites oui à 71%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Maxime Lotte, est avec nous, référent de la section Printemps républicain à Sciences Po Paris. Bonsoir, merci d'être avec nous. Petite question rapide, une réponse rapide avant la pub. A-t-on dépassé la controverse intellectuelle dans l'enseignement supérieur ? Dans le sens où certains étudiants sont victimes d'intimidation et de menaces, oui. On en parle dans un instant. Vous êtes les bienvenus, 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Les vraies voix toujours du jour avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Olivier d'Artigol, avec nous, chroniqueur politique, Tom Conan, auteur de Pollution, publié chez Albert Michel, et vous au 0800 26 300 300. N'hésitez pas à utiliser ce numéro puisqu'il est important pour le débat de donner la parole au plus grand nombre. Et tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Hier ont été rapportés lors d'une conférence à Sciences Po des propos. Un groupe d'étudiants a pris d'assaut cet amphi et a décidé de tenir une manifestation en soutien à Gaza. L'idée c'était de dire que les étudiants de Sciences Po sont impliqués et soutiennent évidemment la Palestine dans sa lutte que subissent les Gazaouis. Sciences Po est devenu le quartier général de toutes les nuisances contemporaines. En fait, je suis clairement affligée de ce que devient cette France qui fait celle des Lumières. Emmanuel Macron dénonce des propos intolérables à Sciences Po Paris. L'Union des Juifs, des étudiants juifs de France annonce vouloir porter plainte après le blocage d'un amphithéâtre. Une étudiante de l'UEJF a été empêchée d'entrer, qualifiée de sioniste. Plusieurs lignes rouges ont été franchies, affirme la direction de l'établissement. Alors, y a-t-il un problème de neutralité dans l'enseignement supérieur ? Le conflit à Gaza débride-t-il l'antisémitisme dans certaines écoles en France, comme dans certaines universités aux États-Unis ? Êtes-vous inquiet de ces dérives ? Et à cette question, interdiction d'accès d'une étudiante juive à Sciences Po Paris, Macron a-t-il raison d'évoquer un début de séparatisme ? Vous dites oui à 71%. On attend vos réactions au 0826 300 300. Et notre invité, Maxime Lopt, référent de la section Printemps républicain à Sciences Po Paris. Merci d'être avec nous. Avant de revenir vers vous, Maxime Lopt, un petit tour de table de nos vraies voix. Sciences Po Paris, aujourd'hui sous les projecteurs avec le départ, la démission de Mathias Vichra en plus aujourd'hui. C'était une école prestigieuse à une certaine époque et ça n'est pas d'aujourd'hui que la dégradation peut se constater. Simplement, il me semble que hier, c'était des interdictions, des censures, des étouffements, une sorte de progressisme, voire de wokisme tiède qui commençait à se manifester. Ce qui me paraît tragique aujourd'hui, c'est que le conflit Israël-Hamas permet à un antisémitisme de se libérer sans aucune mauvaise conscience, au point d'interdire à des personnes juives d'entrer dans une salle parce qu'elle a été prise en main par des gens qui soutiennent de manière totalement hémiplégique Gaza. Il est dramatique de voir une école dont l'esprit devrait être aux antipodes de ça tomber dans ce type de travers qui laisse saisi. Olivier d'Artigol. La cause palestinienne mérite autre chose. Parce que, bon, il s'agit d'une cause noble. Il faut continuer à mettre à l'horizon une solution à 2 États. Mais ce qui s'est passé hier à Sciences Po Paris est insupportable. En aucun cas, ça ne peut se faire au nom de la cause palestinienne. Parce que cela voudrait donc dire qu'au nom de cette cause-là, on peut donc nourrir un antisémitisme totalement assumé. Donc je pense qu'il faut que Sciences Po réagisse, que la ministre de l'enseignement supérieur réagisse, bien au-delà des réactions que j'ai pu voir publiées officiellement, où ces réactions n'évoquent même pas des propos antisémites. Or, il ne faut pas avoir la crainte de les qualifier, parce que le fait d'invisibiliser dans ces réactions cette nature-là participe au mal que nous dénonçons. Surtout, moi, ce que je vois, c'est que ça décrédibilise la démarche, effectivement. C'est-à-dire que le soutien à Gaza aujourd'hui me semble quand même plus que légitime et plus que nécessaire. Je rappelle les chiffres des morts que j'ai rappelés tout à l'heure, et notamment les enfants. Tout ça évidemment lié. Mais en effet, la fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que cette cause est parfaitement juste, urgente et légitime, encore une fois, qu'il faut accepter ce type de, non pas de travers, mais de faute absolument inexcusable. Ce genre de manifestation, en tout cas ce genre de pratique dans les manifestations
de ce type devrait être interdite immédiatement. C'est-à-dire c'est totalement illégal, c'est inconstitutionnel et encore plus dans un lieu qui se prête au débat précisément. Là, on n'est même pas dans la rue, on est dans un lieu qui précisément est ouvert au débat. À Sciences Po, que j'ai fréquenté, il y a beaucoup de conférences qui sont données, de professeurs qui viennent, etc. C'est un lieu qui est extrêmement ouvert, c'est une école magnifique. Il ne faut pas gâcher ce modèle-là avec des comportements de ce type. Maxime Lotte, pour reprendre les mots de la direction de l'établissement, plusieurs lignes rouges ont été franchies. Vous êtes d'accord avec cette position ? Effectivement, plusieurs lignes rouges ont été franchies. En revanche, on peut remarquer une forme de lâcheté de la part de la direction qui n'ose pas, qui ne prend pas le courage de poser les mots sur les actes. C'est un acte antisémite. On a refusé l'accès à une étudiante juive pour sa confession. C'est inadmissible, ça n'a pas lieu d'être dans un établissement comme Sciences Po. Je tiens à rappeler que depuis le 7 octobre, 1000% d'augmentation des actes antisémites en France. 1000%. On aurait pu penser qu'une école comme Sciences Po aurait été épargnée, mais ce n'est pas le cas. Nous attendons maintenant de la nouvelle direction une action ferme et des sanctions doivent être prises donc contre ces agitateurs. Mais est-ce que c'est un syndrome du wokisme ? On en a souvent parlé, notamment quand l'ex-patronne d'Harvard, qui avait dit que appeler à exterminer les juifs, c'était peut-être pas de l'antisémitisme, tout dépendait du contexte, et elle n'était pas la seule parmi les présidentes de grandes universités US. Est-ce que, gangréné par le wokisme, est-ce qu'on a le même phénomène en France, Maxime Lotte ? En tout cas, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème dans la forme que prennent les actions militantes aujourd'hui en France, et notamment dans les universités, et surtout à Sciences Po. Aujourd'hui, à Sciences Po, on a du mal, nous, en tant que Printemps républicain, donc je suis le représentant du Printemps républicain, on a du mal à organiser des conférences. Les mouvements de droite, c'est un peu la même chose, on a beaucoup de difficultés, donc avec la liberté d'expression à Sciences Po, et je tiens à appuyer ça, la direction n'est pas d'accord avec ce que je dis, mais si aujourd'hui à Sciences Po, il y a un problème de liberté d'expression, la preuve avec l'UEJF, ils se retrouvent menacés, on leur interdit l'accès à des lieux, il y a eu des agressions, je le répète encore une fois, il y a eu une agression physique antisémite, il y a eu des tracts antisémites à Sciences Po. Donc est-ce que ça a un lien à voir avec le wokisme ? Je ne saurais trop le dire, mais effectivement, aujourd'hui il y a des idéologies néfastes qui empoisonnent le débat et donc un regain de l'antisémitisme notamment. Philippe Bilger. Maxime, avant le 7 octobre, il y avait un certain nombre de phénomènes qui avaient inquiété les citoyens qui attendaient beaucoup de Sciences Po, des preuves de liberté intellectuelle. Est-ce que, il me semble tout de même que l'antisémitisme, est-ce qu'il est né après le 7 octobre ou est-ce qu'il existait déjà avant ? Selon moi, il existait avant, puisque vous avez en effet, selon une étude de l'UEJF, plus d'un tiers des élèves de terminale qui choisissent leur université en fonction de l'antisémitisme. Donc c'est dire l'importance de l'antisémitisme déjà avant. Attendez, vous avez dit qu'un tiers des élèves choisissent leur université en fonction des élèves juifs. Ah oui, d'accord, oui, on n'avait pas compris ça, d'accord. Donc qu'ils fuient plutôt certaines universités en raison de l'antisémitisme. Oui, c'est plus clair. C'est plus clair. Allez-y, on a donc une poussée donc avec le 7 octobre qui a été vraiment qui a galvanisé toutes les pulsions antisionistes et donc antisémites dans certains cas. La question que j'ai à vous poser, est-ce qu'il s'agit d'une minorité agissante ou est-ce que à l'échelle de Sciences Po, il peut y avoir aussi, je vais dresser un profil, des étudiants de gauche qui veulent la solution à deux États, la paix et la sécurité pour Israël et pour la Palestine, et qui ont condamné très clairement et fortement l'ignominie du 7 octobre et ne nourrissent pas le moindre marque d'antisémitisme. Est-ce que ce profil-là existe mais il ne s'exprime pas, ou est-ce que véritablement il y a une vague de fond vers des profils tels qu'ils se sont exprimés sur cette initiative dans un amphi? D'après ce que l'on peut observer, c'est vraiment une minorité agissante qui déploie son antisémitisme face à une majorité qui reste silencieuse. Nous, la question, c'est pas tellement la question géopolitique du conflit à Gaza, Israël-Palestine, c'est aujourd'hui les agissements de certains étudiants dans nos facs. Après, alors, vous avez raison sur le dernier point. En effet, on peut évidemment faire la part des choses et comme disait Olivier à l'instant, militer pour la solution pour deux États de manière entre guillemets calme et posée autant que c'est possible. C'est évidemment la seule chose
chose pensable, la seule chose pertinente. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a aussi un sentiment d'urgence. Je remets quand même dans le contexte. Et ce sentiment d'urgence électrise les débats et après pousse certaines personnes totalement dévoyées sur un plan moral et effectivement à franchir la ligne rouge et allègrement. Mais je pense que voilà, c'est aussi cette question-là et il faut pas oublier que les facs, et Sciences Po est une fac, une grande école, une fac, en réalité c'est aussi un lieu justement où il y a une agitation intellectuelle, politique et ça a toujours existé. On va pas non plus découvrir la lune. Donc c'est quelque chose qui est ancien. Rappelez-vous même Vincennes dans les années 60-70. Nanterre, etc. Des facs qui parfois ont été bloqués, même il y a encore quelques années, à l'époque des réformes de Pécresse, Nanterre avait été bloqué quasiment pendant 1 an. Alors là, c'était pour des raisons différentes. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est toujours un lieu d'agitation. C'est pas uniquement l'apanage de Sciences Po et voilà. Mais c'est un contexte qui est très compliqué et qui doit être traité assez rapidement pour pas non plus entacher la réputation de l'école. Maxime. Juste pour vous dire que Gabriel Attal annonce que le gouvernement va saisir la justice contre l'école. Pardon, Maxime. Maxime Lotte, oui. Allez-y. Vous vouliez répondre peut-être je l'apprends en même temps que vous, mais donc, par rapport à ce qui a été dit précédemment, je suis parfaitement en accord. Sciences Po est un lieu politisé. Et moi, ce que je tiens à dire, c'est que ce n'est pas un problème aujourd'hui que les jeunes soient politisés et que Sciences Po soit politisé. La question, c'est la façon dont le débat est amené et dont la façon dont le débat est posé. Mais c'est ce que je tenais à dire. Philippe Bilger, allez-y. À votre avis, les polémiques qui ont trop duré sur la direction du Hamel, que sais-je encore, Mion, maintenant Vichra qui s'en va pour d'autres motifs, je le sais. Est-ce que tout ça, à votre avis, ça a joué un rôle sur le délitement du climat intellectuel à Sciences Po ? En tout cas, moi, vous savez, je ne veux pas me mêler de ce qui se passe à la direction. J'espère avoir encore un minimum de confiance en mes représentants et nos directeurs de l'engagement, etc., pour prendre la décision qui sera la meilleure pour l'établissement et pour protéger l'institution au maximum. Est-ce que ça joue sur l'enseignement ? Est-ce que vous avez l'impression parfois d'avoir trop de parti pris ? Est-ce que l'école est en train d'évoluer dans un sens peut-être qui ne vous conviendrait pas ? Au niveau de l'enseignement, je n'ai jamais ressenti la moindre politisation. Il y a une forme de politisation dans l'enseignement, mais elle ne m'a en tout cas jamais dérangé plus que ça. Ah oui, moi sur cet aspect-là, je peux confirmer. Enfin, il y a absolument pas de politisation marquée ou vague à Sciences Po. C'est quand même des gens qui sont en grande partie des professeurs d'université, des hauts fonctionnaires qui donnent des cours, qui donnent des conférences, etc. sur des sujets sur lesquels ils sont extrêmement compétents, un juge administratif, gens qui travaillent au Quai d'Orsay, qui travaillent à Bercy sur des questions économiques, etc. Donc voilà, il y a aucun doute là-dessus. Là, c'est une question vraiment de gestion de l'administration, de la direction en effet de Sciences Po par rapport à ces questions. Et j'ajoute aussi que c'est difficile, comme vous le savez, quand il y a un trouble à l'ordre public dans une fac, dans un établissement comme Sciences Po ou comme n'importe quelle fac, vous pouvez pas non plus faire intervenir la police, etc. de manière facile, parce qu'effectivement c'est un lieu qui est protégé, qui a un statut protecteur très particulier. Est-ce que finalement, Philippe Bilger, quand on regarde ces écoles, l'ENA, est-ce que ça contribue pas, tout ce type de problème, à donner une image des grandes écoles finalement qui étaient déjà un petit peu taries ces dernières années ? Moi, je suis frappé de voir, évidemment, je ne fais pas une comparaison absolue entre les collèges, les lycées et Sciences Po, mais il me semble, je l'évoquais en un autre lieu, le fait que aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à sauvegarder l'identité intellectuelle de ces prestigieux établissements parce qu'une forme de politisation délétère s'y engouffre. Et vous avez totalement raison, je vois ça comme une dérive contre laquelle, à mon sens, les politiques ne luttent pas assez. Mais Tom Connett, je voulais vous poser une question, parce que votre premier livre s'appelait Le Camp, c'était votre vie à HEC. Une école comme HEC, c'est très politisé ou pas ? Non, pour moi c'est très peu politisé et c'était d'ailleurs un peu le problème justement. Là pour le coup c'est assez intéressant. Pour moi c'était un problème dans le sens justement où ça me semblait trop froid, ça me semblait être une atmosphère un peu glaciale, un peu carcérale, parce que finalement on étudiait le management, l'économie, le droit, des matières sans doute très utiles, mais hors sol, en tout cas sans lien directement avec les sciences sociales, les sciences humaines, qui moi étaient les matières qui me passionnaient le plus et qui passionnaient d'ailleurs la plupart des autres élèves. Et d'ailleurs beaucoup de gens à HEC du coup faisaient d'autres diplômes, des doubles diplômes en maths, en philosophie,
filles, ils allaient à la Sorbonne, etc. Parce qu'ils voulaient un petit peu s'ouvrir. Donc je dirais que c'est un peu l'autre problème inverse en miroir qu'on trouve dans des écoles de commerce, mais pas spécifiquement à HEC. C'est un peu, ça a tendance à se répandre, Maxime Lotte, alors peut-être pas à HEC ou à l'ESSEC ou le SCP, mais dans d'autres écoles. Au niveau de l'antisémitisme, oui. Il y a eu des cas, notamment hier à Dauphine, de manifestations avec des slogans antisémites, donc From the River to the Sea, donc ce qui est en fait implicitement un appel au génocide du peuple juif. Alors ça veut dire de la rivière à la mer. Comment on peut tolérer ça, non, mais Olivier d'Artigol, à un moment donné. Bon, mais on a eu l'info, Cécile, comme vous voyez, l'exécutif réagit. C'est une très bonne nouvelle ce soir. Non, mais qu'on sanctionne pas les élèves déjà qui se font pas virer, ça me paraît très normal. Ils ont mis une journée à réagir. Oui. Enfin, pardon. Attention, parce que il y a toujours eu de la politisation et des initiatives sur les campus. Moi, sur le mien à Bordeaux 3, dans les années 80, c'était le cas. C'est pas tant qu'il y ait une initiative sur Gaza qui pose problème. C'est qu'une étudiante de confession juive n'ait pas pu accéder. C'est ça le problème. C'est là-dessus qu'il faut être intransigeant. Après, il faut quand même distinguer peut-être aussi, encore une fois, les écoles, les enseignements et l'administration, le fonctionnement des rouages de l'enseignement supérieur et la vie étudiante. La vie étudiante est quelque peu détachée en réalité de l'école elle-même, puisqu'elle se poursuit en dehors, sur des groupes WhatsApp, dans la rue, etc. Donc en réalité, c'est deux choses un peu différentes. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile pour les administrations, sans doute, de ces établissements d'intervenir, parce que vous pouvez pas empêcher des gens d'avoir une vie à côté de la fac et d'avoir des opinions, etc. Fussent-elles nauséabondes. Absolument. Merci beaucoup Maxime Lotte d'avoir été avec nous, référent de la section Printemps républicain à Sciences Po Paris. Merci beaucoup Philippe Bilger. À demain. Pour toutes ces bonnes réflexions. Merci Tom Conan, pareil. Merci Olivier d'Artigol, moins. Mais mercredi prochain pour une nouvelle victoire. Oh là là, le chambreur. Vous avez un melon, mais c'est indécent. Et ça me permet de survivre. Allez, passez un bon début de soirée. En attendant, dans un instant, on va vous parler des trophées optimistes Éco Réseau. Ce sera le jeudi 16 mars. Le fondateur et des entreprises primées seront avec nous dans quelques instants. À tout de suite.